Un des grands problèmes d'Israël, c'est que tous ces juifs qui arrivent en Israël, ce sont des déracinés. Le grand tort du sionisme, c'est d'avoir déraciné beaucoup de juifs. C'est-à-dire de les avoir fait quitter un pays où ils étaient implantés. Tout à l'heure, on parlait du Maroc, tu te souviens? Je sais pas, quelqu'un disait, oui, au Maroc, ils sont mieux traités, ou ils sont mieux reçus qu'en Algérie. Je sais pas quoi. Oui, je crois que c'était Gérard qui disait ça. Bon, puisqu'on parlait de l'Empire, etc. Bon. Mais il y a eu une alia qui a été bien organisée. Oui, elle était bien organisée, mais ils ont quand même été... C'est toujours appauvrissant, l'immigration. Le Dror était bien implanté au Maroc. Oui, d'ailleurs, il disait tout à l'heure, Gérard, je crois qu'il disait, que si les Juifs d'Algérie, ils ont été renvoyés par les Algériens, les Juifs du Maroc, ils ont été aspirés par Israël. Qui les ont convaincus de venir, etc. Et on sait qu'ils n'ont pas toujours été reçus dans les meilleures conditions. Enfin, c'est connu. Même au niveau des conditions de logement, c'était très primitif, très primaire. Et puis on a gardé l'expression en Israël du Marocco Sakin. Eh oui, le couteau. Le Marocain au couteau. Eh oui. Alors, c'est tout dire. Alors, donc, il y a quand même eu des dégâts provoqués par le sionisme. Des Juifs qui étaient implantés. Moi-même, j'en ai vécu. Je l'ai vécu parce que moi, j'ai fait une immigration en Israël en 68-69. Cette notion de devoir changer d'endroit, de repère, de langue, et quelle langue en plus, où il n'y a même pas de voyelles, etc. C'est quand même dramatique, c'est quand même un appauvrissement. C'est pour ça que j'ai refusé, je suis reparti. Parce que je me suis dit, je suis en train de m'appauvrir, de m'handicaper même à la limite. Ah oui. Donc, bon, alors maintenant, le problème se pose pour tous les immigrés, que je comprends. Les immigrés, quand ils savent très bien qu'ils vont devoir payer un prix. Ils vont être des citoyens de seconde zone, inévitablement. C'est même pas une question d'être maltraités, c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas participer à nos jeux intellectuels. Mais certains réussissent pourtant, même exceptionnellement, d'une manière exceptionnelle, je veux dire. Oui. Mais malgré ça peut être un moteur. Il faudrait s'interroger. Effectivement, il y a des gens qui ont... les Juifs ashkénazes, admettons ma famille, tout ça, et la famille de ma mère surtout, ils ont percé comme des fous dans les shmatas, le tissu et tout, après la guerre. Mais il y avait un besoin de compensation et de... Oui, mais ils ne participent pas à la vie intellectuelle pour autant. Oui, tout à fait. Attention. De même que là, par exemple, nos cafés philo, ça relève de la vie intellectuelle. Et les immigrés, quelle que soit leur bonne volonté, ils ne rentrent pas dans nos joutes intellectuelles, dans nos jeux intellectuels. Et donc, ils sont en marge. Mais effectivement, ils sont en marge complètement. Ce qu'on connaît, c'est et dans la vie intellectuelle et dans... Pas forcément. Par exemple, Saïd, il arrive à peu près à travailler correctement. On l'utilise pour faire des réparations. Enfin, bon, il y a... Non, dès que c'est par exemple, même que les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils ne participent pas réellement à la vie intellectuelle ou à la vie culturelle du pays. Même s'ils sont intégrés, même s'ils gagnent de l'argent, même s'ils ont une maison, ça ne les intègre pas pour autant. Bon. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un plafond de verre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'intégration a ses limites. Et le problème qui est amusant avec moi, c'est que nos cafés philo, s'il n'y avait pas eu de café philo, ils ne se seraient pas aperçus de leurs limites. Tu vois ce que je veux dire? Oh, peut-être que... Non, mais ils s'aperçoivent... Non, parce que eux, ces cafés philo, c'est quelque chose... C'est vraiment le truc inaccessible. Et tant qu'il n'y avait pas ça, tant qu'on était un peu au niveau des pâquerettes, ils ne se sentaient pas tellement rejetés. Ils se sont peut-être sentis rejetés, ils l'avaient oublié depuis, peut-être sentis rejetés au moment du secondaire. Le collège, le lycée. Oui, alors là aussi, il y a une question qui se pose quand on dit qu'il y a tellement d'enfants qui ne savent pas, donc ils se sont peut-être, apparemment, comment se fait-il que ces garçons-là, ils ont des grosses lacunes au niveau de leur éducation, de leur culture, etc. Il y en a un, bon, on ne va pas le nommer, il a du mal à s'exprimer. Oui, mais malgré tout, ce qui fait scandale avec les cafés philo qu'on organise depuis 18 mois, c'est que là, ils s'aperçoivent de quelque chose, ils se disent, mais on n'y arrive pas à ça.
Et tant que vous étiez en train de discuter comme ça, à brûle-pourpoint, de vos histoires, ça ne les gênait pas parce que eux, ils se sentaient à la hauteur. Ouais. Et là, tout d'un coup, il y a un truc, il n'arrive pas. Et c'est ça qui a fait le scandale. C'est qu'en fin de compte, tout d'un coup, on introduit un nouveau jeu social qui leur échappe. Ils essayent vaguement, lamentablement, mais ça ne fait pas le coup. Et ils se sentent eux-mêmes. Voilà. Et entre parenthèses, c'est vrai aussi pour les femmes. Si on va jusque-là. On parlait tout à l'heure des femmes qui aiment bien communiquer, mais communiquer, c'est pas forcément savoir discuter, savoir échanger des arguments. Oui, en même temps, Aude avait compris quelle pouvait être sa place et rien de plus, vu en plus la vision des femmes. Non, uniquement son incapacité à elle, mais elle n'avait pas trop le choix non plus. C'est une réunion de mecs. Alors, tu as raison de poser cette question, mais alors, est-ce que c'est un hasard qu'il n'y ait pas de femmes qui participent à nos réunions? Alors, on peut le voir sur une centaine de vidéos. Elles ne sont pas à leur aise, elles ne peuvent même pas intervenir, vraiment. Alors, tu me diras, peut-être qu'on n'a pas voulu les accepter, mais à mon avis, c'est pas ça. C'est que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. La conception qu'ont les femmes du débat n'est pas celle des hommes. Pour les hommes, le débat, ça peut être un combat, un combat d'arguments. Pour les femmes, il s'agit que chacun parle à son tour, par exemple. Tu racontes ton truc, après je raconte mon truc. C'est pas la même façon de fonctionner. De toute façon, elles auraient rarement fonctionné comme Christophe et Gérard, là. Passons. Mais je veux dire que c'est pas... On en a souvent... Par exemple, dès qu'on est dans le débat, elle dit les gens, elles ne comprennent pas qu'on puisse discuter avec une certaine âpreté sans être à couteau tiré, tu vois, je veux dire. Pour elle, le débat, c'est... tu racontes ton truc... D'ailleurs, on en avait parlé avec toi. Il y a une confrontation, mais sous un autre tu racontes ta truc, on t'écoute, après un autre parle. Ce que toi tu aimes remettre en cause, mais avec une espèce de bienveillance. Et c'est ce que tu aimes quelque part aussi. De plus en plus avec les années, parce que j'aurais ressenti différemment l'incident de ce soir. Je le vis pas très bien, ça va pas m'empêcher de dormir, mais c'est désolant, quoi. Je préfère un truc plus... C'est désolant, mais en même temps... Il y a une tension dans la discussion. Moi, j'ai toujours, pour participer à Café Philo, il faut avoir les nerfs solides. Parce qu'il y a une tension d'écoute, de laisser parler l'autre pour après revenir, etc. Il faut avoir un certain état, une certaine santé mentale pour participer à ces conversations. Et quand on n'a pas ça, mais il faut bien reconnaître que j'ai parlé des immigrés, je pourrais parler aussi des femmes. Les femmes ne sont pas faites. Dans les Cafés Philo que j'organise pas, mais auxquels j'assiste, très souvent, les seules personnes qui prennent la parole, ce sont des hommes. Et les femmes, elles restent là, parce que il faut leur créer des conditions, il faut les rassurer que, voilà, maintenant vous racontez votre... Moi, j'ai des souvenirs de droit du travail, ou des trucs comme ça, avec Marcel David, et oui, les femmes à l'oral intervenaient moins dans les travaux dirigés. Et aussi parce que quand tu es dans une discussion philosophique, tu parles de choses qui ne te sont pas propres. Tu ne racontes pas ta vie. Or, une femme, quand elle aime parler de quelque chose qui lui est arrivé à elle. Oui, avec sa subjectivité. Et donc, on n'a pas prise. Hein. Elle raconte son truc. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est ça qui lui est arrivé? J'en sais rien. Je ne peux pas interpeller l'autre quand quelqu'un raconte sa propre vie. Et après, quand on se retrouvait sans Yankelevitch, sans ce genre de prof qui suivait ses étudiants par moment au Café du Coin, à la Sorbonne, mais quand on se retrouvait dans un deuxième temps entre étudiants et étudiants... Oui, dans un café place de la Sorbonne. Là, elles se libéraient beaucoup plus. Oui. Elles n'étaient pas impressionnées, mais il y avait l'effet du « là, c'est le TD ». Avait une sorte de formalisme, et comme si, il y a ce que tu dis, sur le fond, elles ont envie d'être plus dans la subjectivité, les ressentis, leur expérience propre, papoter, tu vois, je dirais.
d'une manière peut-être réductrice. Mais il y a aussi le fait que c'est une société d'hommes et qu'en fait, la place qu'il aurait assignée, c'est de compléter l'homme, de lui un peu comme la future épouse et maman qu'elles allaient devenir. Je les ai perdues de vue, la quasi-totalité de ces étudiantes. Donc quelque part, il y a aussi une docilité, un conformisme social. Alors toi, là, ce qui nous sépare, mon cher Philippe, c'est que toi, ça revient à ce qu'on disait sur le judaïsme. Pour toi, c'est le milieu culturel, le bain de culture qui compte. Et pour moi, j'ai plutôt dans l'essentialisme. C'est-à-dire que donc c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et c'est pas une question de on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Il n'y a pas d'essence. Voilà. Donc, il y a des transformations constantes. Bon, alors encore